Salut à toi, aujourd'hui je t'invite à découvrir Sylvain. Chercheur en biologie moléculaire et biochimiste, devenu entrepreneur aujourd'hui, il nous partage son parcours plus qu'atypique et je t'invite à le découvrir maintenant. C'est comme tout podcast, je suis censé te mettre à l'aise, mais bon, j'ai décidé que tu étais assez grand pour te débrouiller tout seul. Donc Sylvain, fais le show, allez hop, aïe aïe Voilà, aïe. j'ai déjà enlevé mes souliers à l'entrée, je suis déjà confortable. Donc, un grand merci, Sylvain, de m'accorder du temps, j'allais dire depuis tout ce temps. T'as remarqué Merci que de je m'en suis tout... offrir. Ah, écoute, ça fait toujours plaisir, j'en aurai toujours pour toi. Donc, première question pour les gens qui ne te connaissent pas, mais qui vont te connaître d'ici quelques minutes, pour pas dire te reconnaître. Qui es-tu, Sylvain? Question existentielle. Donc, ça dépend. Je fais partie des gens qui ajustent leurs réponses selon à qui je parle. Parce qu'on m'a fait dire que j'avais des problèmes de frontières au niveau psychologie. Donc là, j'ai dit, bon, je ne vais pas embarquer trop loin là-dedans. Mais qui je suis, donc fondamentalement, je suis un rêveur, un utopiste. Ça, c'est à la base, c'est ce que je suis. C'est ce que j'essaie de garder vivant dans mon parcours. Euh, Très curieux, père de deux enfants. Je ne le présente pas toujours comme ça, mais plus je vieillis, plus ça m'influence dans ma vie, donc ça devient important de le mentionner. Sinon, ben, entrepreneur, une personne qui a étudié en sciences à la base pendant vraiment longtemps. Là. J'ai étudié biologie moléculaire. J'ai fait 5 ans de doctorat en biochimie. Je me suis toujours considéré comme un chercheur, un scientifique. Et je suis à un moment donné, on pourra en reparler un peu plus tard si tu veux, mais j'ai atteint une certaine limite à un moment donné. J'ai frappé un mur qui m'a fait poser plein de questions, qui a eu beaucoup d'impact dans mon entourage. Et ben, j'ai bifurqué vers l'entrepreneuriat. Et maintenant, qui je suis la même personne que j'étais. J'ai juste pas les mêmes outils. J'ai pas le même réseau. J'ai pas la même maturité. Euh, mais donc, je suis quelqu'un qui aime aider les autres à apprendre, à se dépasser, à livrer les trucs. Des fois, peut-être, entre autres, parce que moi, j'ai pas toujours eu sur mon parcours les gens qui avaient la bienveillance de vouloir. Et des fois, les gens veulent t'aider, mais ils veulent pas t'aider. Et Oui. là, j'ai beaucoup dans cette réflexion-là, ben, comment on peut travailler ensemble. Puis je reviens à ma démarche scientifique. Moi, que je connais dans la science, c'était très, très utopique. Hein? Je vais faire ma petite partie qui va pousser la bulle de connaissances. J'aimais bien l'image, tu sais, quand tu es en recherche, c'est comme si tu prenais une aiguille, puis tu pousse sur une des barrières qui nous entourent. Puis on fait avancer une petite chose de connaissance, mais c'est la même, c'est la même énergie qui m'anime. Je veux qu'on apprenne, mais je veux que nos connaissances soient pas juste pour nous, mais qu'elles servent les gens autour de nous. Donc, c'est, 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 c'est ce que je suis. Si j'avais improvisé une réponse avec toi. Ah bah écoute, c'est une belle entrée en matière. En même temps, te connaissant depuis quelques années, j'avais aucun doute là-dessus. Donc, tu te présentes quand? Aux élections. C'est des blagues qu'on fait, c'est des blagues qu'on fait souvent. Euh, Pas pour moi pour l'instant, mais j'ai eu longtemps le surnom de politicien. Ça m'a traîné pendant longtemps. On retiendra surtout le mai qu'on pourra ressortir dans quelques temps. Exact. Je te remercie parce qu'effectivement, je vais dire, c'est une belle introduction, mais quelque part, ça te définit bien parce que en même temps, ça fait pas 40 ans qu'on se connaît, on se le cachera pas. Moi, je t'ai découvert il y a 6 ans quand justement tu évoluais, excuse-moi, dans la gamification. Mhm. Moi aussi. Puis depuis, tu as fait un sacré chemin et je ne peux que t'en féliciter. Mais on va commencer par le commencement. T'es tombé dans la recherche comment? Bonne question. Bonne question. Donc là, pour tourner, parce que dans le fond, c'est à la maîtrise, c'est les choix que tu fais quand tu arrives quand tu commences l'université. Donc, cette espèce de période creuse de OK, là, tu sors du cégep, j'ai fait cégep général, donc sciences pures. Pourquoi? Parce que je voulais jamais fermer aucune porte.
pour moi, je faisais toujours les démarches pour garder le maximum de portes ouvertes en face de moi. Et là, il arrive un moment où tu dois faire les choix. Et j'ai fait deux choix. Euh, je voulais aller soit en psychologie ou soit en biologie. Donc, comprendre la vie au niveau moléculaire, au niveau comment on fonctionne, ou sinon comment comment on réfléchit, comment on fonctionne en tant que donc la partie plus euh, psychologique de la chose. Mes notes n'étaient pas excellentes, ce qui fait que la vie m'a imposé un choix. Ok, c'est joli Et dit. là, croyez-le ou non, psychologie, c'est quand même contingenté. Puis là, on me dit, ah non, ça va être difficile. Puis là, l'accès au programme n'a pas été super facile. Et aujourd'hui, je trouve ça un peu ironique parce que je m'intéresse tellement à la psychologie par tout ce que je fais. Donc, j'ai l'impression de faire quand même mes études en psychologie aujourd'hui. Mais donc, je suis tombé en biologie. J'ai aimé j'aimais le concept euh, de découvrir la vie, qu'il y ait une réponse un peu tu sais, quand tu cherches, mais que il y a des standards, là, tu sais, et ça fonctionne, puis là, tu peux comprendre la vie. Donc, c'est ce qui m'a attiré. Avec zéro discipline. Donc, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fais en recherche, Sylvain? Ça prend des gens comme super disciplinés. Mais moi, c'était je vais le dire, c'est le challenge intellectuel que j'aimais. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dans la recherche. Puis, tu sais, tu commences à étudier certains processus, et là, moi, j'ai tombé sur certaines matières que j'aimais plus que d'autres. Donc, j'aimais beaucoup un des phénomènes en biologie qu'on appelle l'apoptose, qui est quand une cellule, on est un organisme avec des milliards de cellules, et là, il arrive un moment où que dans notre développement, il y a des cellules, par exemple, s'il n'y avait pas d'apoptose, on aurait tous des mains palmées. Et il arrive un certain moment dans le développement où est-ce que les cellules s'auto-éliminent de l'organisme avec des mécanismes pour être capable de donner le super organisme au final. T'sais. Et donc là, moi, j'étais comme, wow! Et là, j'ai commencé à voir comment l'ADN fonctionnait. Je faisais des parallèles avec l'ordinateur. J'étais comme, wow! Parle avec un chercheur, et c'est souvent comme ça, c'est des personnes qui façonnent notre chemin. J'aurais pu tomber sur plein de personnes. À un moment donné, je marche dans un corridor, je rencontre ce chercheur, ce professeur-là, discussion avec lui, puis j'avais décidé que je voulais aller dans son labo, puis c'était quelqu'un qui avait une bonne renommée. Tout le monde était intimidé par cette personne-là. Il m'a donné ma chance, puis après ça, ça a décollé. Je suis resté en sciences. Je me suis pas remis en question avant longtemps, en fait. Après ça, c'était seté dans ma tête. J'étais rendu chercheur, c'était fini. On avance, puis là, tu sais, moi, dans ma tête, j'avais déjà fait tout le parcours de OK, ben là, je fais maîtrise, doctorat, post-doctorat, après ça, j'ai mon labo. Donc, moi, c'était déjà seté. C'est comme ça que je suis tombé dans tout ça. Fait que la vie a un peu décidé quand j'ai fait mes demandes. J'ai toujours été curieux. Pour moi, ça laissait une certaine latitude aussi, ce que j'avais besoin en recherche fondamentale. Je suis allé surtout dans la recherche fondamentale, en fait. Euh, et donc, c'est comme ça que je suis tombé dans la recherche. Je suis autant passionné par la recherche, malgré que je vois les dangers de comment on fait la recherche aujourd'hui. Oui, Et là, je reviens avec mon côté utopique, là. Tu sais, pour moi, c'est tellement fondamental à une société qu'on bâtisse sur les mêmes connaissances. Et plus tu avances en recherche, quand tu vois comment, tu sais, c'est comme n'importe quel secteur, peu importe, quand la pyramide commence à se rétrécir, les enveloppes budgétaires rétrécissent, il y a ce que la science devrait être et ce qu'elle est réellement. Mais donc, c'est ça. Je suis tombé dans la recherche juste à cause de le côté pur. C'est ce que j'aimais, en fait, le côté pur de la recherche. Tu vois, je te l'ai dit que j'étais ah non, mais moi je t'écoute. utopique. Ah non, écoute, écoute, avec cette courte introduction, je crois que tout le monde a compris pourquoi je voulais que tu participes à ce podcast. Moi, je te remercie. Tu as utilisé plusieurs fois le terme pur. Je vais pouvoir le sampler et le réutiliser contre toi. Absolument, absolument. Parce que je pense que je suis moins puriste que j'étais. Faisons un grand écart. On a parlé des origines du Sylvain, le Sylvain chercheur. Là, on est rendu en 2022. On a le Sylvain entrepreneur, le Sylvain. Comment tu peux te définir aujourd'hui? Donc, ben là, il faut faire la transition. Tu sais, il y a quand même, les éléments sont tous reliés. Hein. Donc, des fois, il y a des coupures, comme dans n'importe quelle vie, des lignes de vie où est-ce que
les coupures sont plus grandes. Oui. On a l'impression qu'il y a une déconnexion, mais en réalité, pour moi, c'est une ligne. Donc là, je tombe, en fait, vers la fin de mon doctorat. Je commence à perdre un peu la passion de ce que je fais puis on pourra en reparler, mais du pourquoi je le fais. Oui. Puis c'est ça qui motive tout le monde dans la vie. Si tu sais pas pourquoi tu le fais, puis si tu crois plus à la cause finale, ben la motivation devient moins grande. On est tous pareils. Ça, je suis pas différent des autres. Et donc, fallait que j'aille chercher ma passion ailleurs. Et je tombe dans les jeux de société. Ah, bon, Et magique. bon, mot magique, puis tu sais, moi, avant, c'était Monopoly. J'avais une idée des jeux. Euh, Puis là, je suis comme retombé dans la découverte de ces jeux-là et c'était peut-être une façon de fuir un peu ma responsabilité d'étudiant au doctorat, mais tranquillement, là, tu sais, je sentais, j'écoutais, je lisais, j'étais tombé dans la soupe. Et à un moment donné, ben, sorti de nulle part, j'ai une amie qui me dit, tu sais, qui voit bien que je suis plus ou moins heureux en sciences, qui me dit, tu connais-tu ça, la gamification? J'ai jamais entendu parler de gamification de ma vie comme possibilité professionnelle, Oui. mais à cause de toutes les reviews que je lisais, j'étais tombé sur même un gars qui avait un podcast qui parlait de gamification, puis dans le design de jeu, tout ça, donc je connaissais quand même le principe. Et mon intérêt pour la psychologie, j'étais toujours la personne que quand j'allais jouer avec des gens ou quand j'allais dans des soirées, j'avais toujours un jeu, deux jeux, trois jeux avec moi. Puis j'avais toujours des gens qui disaient ah non, moi, j'aime pas ça, les jeux de société. Puis je disais, non, t'as pas trouvé le jeu de société que t'aimes encore. Il y a des jeux de société pour tous les types de tempéraments. Et ça l'a apporté la personne à dire, ben, je pense que tu serais bon en gamification. Tu as un intérêt sur la mécanique, le pourquoi, la psychologie des joueurs, etc. Et donc, j'ai comme eu, on va dire, un mini-stage. C'était avec une amie en plus. Donc, rien de sérieux. On pourrait y revenir, jeu sérieux. Rien de sérieux, gamification, je tombe là-dedans. Puis là, je me suis dit, bon, ben, c'est mon appel, il faut que je voulais quitter la science. Puis là, j'avais une nouvelle liane à laquelle m'accrocher. C'était rendu clair. Donc, enregistrer la compagnie, sorti Fun and Gains, sans, très naïvement en me disant, je vais lancer mon entreprise, puis on verra bien ce que ça va donner. Il y en a qui le font, je vois pas pourquoi je serais pas capable. Donc, c'est comme ça que mon parcours se lance en entrepreneuriat. Je pense que ça valait la peine que je le fasse comme ça parce que rapidement, ben, tu vois que avoir une entreprise, puis tu le sais, tu en as eu une. Oui. Il y a l'aspect très romantique de travailler avec le client, de développer, travailler sur un produit. Puis après ça, il y a tout ce qui est back-end, les opérations, la comptabilité, toutes des choses que j'aime moins. Mais il a fallu quand même que je le fasse. Oui. L'approche client. Je me rappelle un moment où est-ce que très, très, assez au début, on cherche pour les contrats, on veut. Et là, j'avais une entrevue avec CGI, puis je me souviens, j'étais stressé parce que je me sentais pas si prêt et tellement solide pour cette entrevue-là, mais tu dis non, il faut que j'y aille, il faut que je fonce, cette pensée entrepreneuriale fonceur. Euh, Tout ça amené avec des collaborations autour de moi. Et là, ben, finalement, c'est un peu ça quand tu es un entrepreneur, c'est une histoire, en fait. Fait que tu sautes d'une opportunité à l'autre, tu essaies de voir où est-ce que la rivière t'amène. Puis là, moi, ben, des opportunités avec certains clients qui allaient mieux que d'autres. Et de fil en aiguille, ben, tu te découvres parce que tu travailles avec des gens. Puis là, éventuellement, j'ai commencé à trouver que la gamification, je faisais plus d'évangélisation Oui. que de réellement appliquer la gamification. Et je reviens à mon côté utopique. Tu sais, j'avais une vision de comment la gamification pouvait aider les gens à être des meilleures personnes. Puis là, on me ramenait tout le temps dans des sillons, puis j'étais comme, ah. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que pour m'outiller moi, personnellement, ben, j'ai voulu aller plus large que la gamification. Tu sais. Là, tu dis ça, c'est un outil, mais c'est dans quel coffre d'outils? Oui. Là, c'est mon côté chercheur. Dans quel coffre d'outils? Ben là, on parle d'expérience utilisateur, on parle d'engagement, on parle d'expérience client. Puis là, ben, une fois que tu commences à comprendre l'expérience client, ben, la boîte plus large, c'est quoi? Ben, c'est l'entreprise, c'est le modèle d'affaires. Fait que je reculais jusqu'à temps que, un moment donné, ben, j'ai trouvé deux autres personnes qui avaient reculé jusqu'au même endroit que moi. On s'est dit, hey, on a des intérêts communs, on veut aller au même endroit. Ben, pourquoi qu'on commence pas cette aventure-là ensemble?
Puis donc, ça a été un peu organique. Et donc, le Sylvain d'aujourd'hui, c'est un cofondateur aussi qui n'est pas tout seul dans cette aventure-là. Je pense que c'est important à un moment donné d'avoir des gens de confiance. Oui, Une personne qui, avec son parcours, a appris à apprécier le fait d'avoir des gens qui... j'ai passé des tempêtes avec ces gens-là, puis je sais que quand ça va arriver encore, on va au moins essayer de s'en sortir. Il n'y a pas quelqu'un qui va juste sauter en dehors puis dire c'est fini pour moi. Puis cette unité-là, j'y apporte quasiment autant d'importance que ma mission d'entrepreneur ou ce que je fais, c'est d'avoir trouvé des gens avec qui j'aime travailler, puis qui me donnent la chance, qui me comprennent dans mes faiblesses, qui comprennent dans mes forces. Et là, donc, aujourd'hui, je suis juste... euh, quand on me demande de savoir quel chapeau je porte, j'ai plusieurs chapeaux, consultant, coach, euh, des fois, c'est moi qui fais le travail, donc je sais pas le chapeau exécution. Donc, tu sais, c'est un peu, tu sais, je sais que toi, tu te définis un peu comme un couteau suisse, là, je me vois un peu comme un couteau suisse aussi. Euh, donc, l'entrepreneur aujourd'hui est beaucoup plus solide, puis il a dû faire des choix aussi. Ce qui est pas facile quand tu es un entrepreneur, parce que surtout, tu t'en vas en entrepreneuriat, tu es curieux, j'aime la gamification, et là, tu veux apprendre, puis tu réalises à un moment donné, attends, est-ce que je suis là juste pour essayer de toujours apprendre ou je suis là pour construire quelque chose? Puis oui, quand tu construis quelque chose, ben là, il faut que tu commences à mettre des contraintes. Il faut que tu commences à dire non. Ça, j'aimerais vraiment faire ça, mais ça touche pas ma mission. Tu sais. Des fois, oui, ça fait arrogant. Des fois, tu sais, oh, c'est bien, là, à cette heure que son entreprise va bien, là, il nous dit non. Tu sais. Mais ça oui, n'a rien à voir. C'est un état d'esprit où est-ce que tu dois juste centraliser ton énergie. Donc, je suis beaucoup plus méthodique aujourd'hui et stratégique dans ce à quoi je dis oui ou à ce à quoi je dis non. Euh, mais la mission derrière, puis tu sais, l'entrepreneur que je suis, la personne que je suis, j'essaie d'être le plus... euh, en fait, je suis souvent un outsider. L'entrepreneur que je suis, c'est souvent la personne qui va apporter un regard neuf et naïf parce que même si j'ai l'impression que ça fait longtemps maintenant que je suis entrepreneur, j'ai pas été par les écoles de commerce, j'ai pas été dans des programmes d'accélérateur, d'incubateur, j'ai pas été élevé dans cette culture-là. oui, Donc, moi, j'arrive avec un regard toujours un peu naïf, mais la confiance d'avoir ce regard naïf-là. Et ça, je pense que c'est une arme ultra puissante parce que je me donne le droit de poser toutes les questions. Il n'y a pas un titre, il n'y a pas un rôle qui m'intimide. Donc, moi, quand je pose une question, c'est toujours avec, comme tu parlais de bienveillance au début de la rencontre aujourd'hui, c'est toujours une vraie curiosité oui. bienveillante. Et c'est ça la personne que je suis. On travaille sur un projet, ça apporte des problèmes, mais moi, je vais essayer de décortiquer ça, puis qu'est-ce qu'on fait pour aller de l'avant avec ça. Donc, c'est ça qui me sert le plus aujourd'hui. On pourrait arrêter là le podcast, t'aurais tout dit. Non, je plaisante. C'est extrêmement... ça, évidemment, ça paraît pas, mais j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, puis je suis aussi fier que tes parents. Parce que, en fait, c'est ça, c'est pour la mini-anecdote, c'est ça, on s'est connus il y a plus de 6 ans. Et puis, on se croise pas assez souvent, mais moi, je vois un sacré décalage. Euh, Disons que tu étais une belle lame à l'époque, là, tu es rendu une tronçonneuse nucléaire avec des rayons Ben, laser et puis des néons bleus. C'est beau à voir et à constater, puis en plus, j'insiste là-dessus, c'est t'es resté toi-même. Et ça, c'est suffisamment rare pour le souligner. Je peux que t'en féliciter. c'est une mission que je me donne aussi parce que c'est, tu disais, c'est facile de ne pas reconnaître ce que les autres font qui participent à notre succès. C'est facile, tu sais, bon, la blague, tu sais, des fois, il y a des initiatives que tout le monde a travaillé dessus, puis là, à un moment donné, tu mets la main dessus, puis là, tu dis, ah oui, j'ai eu l'idée. Puis là, je dis à la blague que c'est moi qui ai tout fait. Mais il y a je le dis à la blague, mais il y a des gens que c'est comme ça qui fonctionnent. Ils volent Oui, les idées des autres, puis là, ils disent, ça, c'est moi qui ai fait ça. Il faut mettre leur nom, il faut mettre leur empreinte. Moi, c'est à quoi ça sert, puis qui l'utilise, c'est juste ça qui est, qui est important. Donc, c'est une des choses qu'on me dit
qui m'a posé beaucoup de questions, qui m'a fait poser beaucoup de questions, mais on m'a dit, Sylvain, tu es la personne que je connais que le moins gros ego. Et je me demandais est-ce que c'est une qualité ou pas, parce que tu sais, là, je me disais, il faut avoir un ego, parce que si tu n'as pas d'ego, ça veut dire que tu n'as pas tu sais, sont où tes croyances, sont où Ouais. où qui tu es. Donc, mais qu'est-ce que ça voulait dire de ne pas avoir d'ego? Puis c'est juste, j'accepte que mon idée soit détruite, j'accepte que mes idées évoluent, je prends pas le crédit, j'en prends quand je dois en prendre, mais je le prends pas systématiquement. Et la raison pour laquelle on me dit ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça, c'est rare, des gens qui sont capables de mettre leur ego de côté. Puis je me rends compte professionnellement, ben souvent, c'est ce que je dois faire quand je fais de la facilitation, quand je travaille avec des groupes, c'est mettez votre ego de côté, ça sert à rien. Puis il y a plein de techniques, puis tu sais, c'est ce que j'aime, entre autres, dans ce que je fais maintenant, la facilitation, où est-ce que je vais construire des ateliers pour les gens, c'est s'assurer que tout le monde puisse parler, s'assurer que les idées sont pas notées sur qui a dit l'idée, mais sur la valeur, puis ça veut dire quoi l'impact et tout ça. Donc, c'est conscient d'essayer d'être de rester le même, tout en évoluant quand même. De pas rester quand même pris dans une pensée de faut pas que je fasse de l'argent, faut que je travaille dans. Tu Oui, comprends ce que je veux dire? Là? oui, oui, C'est facile de, après ça, justifier qu'on est pris dans un espace parce qu'on a des principes. oui, Donc là, faut travailler un peu tout ça. Mais quand je t'ai connu, puis je me rappelle, c'est vrai que j'étais en début de transition. Euh, je découvrais la gamification. Je voyais que tu avais une passion pour la gamification. Je trouvais ça vraiment intéressant, mais ce que j'aimais encore plus, c'était justement cette espèce de... Au-delà de la gamification, tu avais une connaissance au-delà de ça, tu avais un intérêt, tu avais déjà parti de ta compagnie. Tu faisais pas la gamification juste comme consultant. Pour toi, c'était un outil pour aller oui. quelque part. Puis tout de suite, tu sais, j'ai accroché à ta maturité. Puis quand tu dis couteau suisse, ben je savais que tu sais, à chaque fois on se parle pas souvent, mais je sais que faut que je prévoie une demi-heure de plus. Oui, Je sais qu'on peut aller dans toutes les directions. Tu es curieux aussi. Donc, je vois aussi que tu as évolué. Toi, tu as même déménagé, tu as bougé. Donc, puis c'est le fun de se revoir à certains moments parce que justement, quand on se voit pas évoluer d'une journée à l'autre, oui, mais ça prend des fois des gens qui t'ont pas vu pendant un certain temps, puis qui font Oh, OK, hein, ça a changé ou t'es rendu là ou t'as évolué là. Puis certainement que j'apprécie que tu aies vu que j'ai évolué parce qu'il y a un travail là-dessus, mais la passion que j'avais pour la gamification quand on s'est parlé, elle est la même, en fait. oui. J'y crois toujours, j'en parle plus, hein, mais j'y crois toujours. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est ce qu'on s'était dit il n'y a pas longtemps. C'est moi aussi, j'en parle plus, j'en fais, c'est tout. Ça a permis de passer du stade de l'évangélisation à en faire pour le bien. Le pour le bien est important. Mhm. Tu m'as partagé une réflexion tantôt que je voulais mettre sur ce podcast, qui était effectivement ta relation à la perfection quand tu donnais, excuse-moi, quand tu donnais tes formations. Mhm. Ce qui peut être quelque chose effectivement à partager parce que c'est un piège dans lequel on peut tomber très très facilement, surtout au début ou encore plus quand tu veux bien faire. Ça cache tellement de choses, les gens qui veulent faire la perfection. En fait, j'ai l'impression que ça touche plein d'enjeux. C'est pas toujours pour les mêmes raisons. Oui, Euh, dans mon cas, à moi, tu sais, je veux dire, si on fait une psychanalyse, là, c'est le besoin d'être aimé. Tu sais, je veux dire, si je vais très, très profondément, là, oui, tu sais, je voulais être parfait en ce sens où je voulais qu'à la fin, tout le monde me dise Wow! Tu sais, mais c'est un besoin d'amour, d'acceptation, de ne pas avoir le rejet qui vient avec. Et ça, c'était pas un bon atelier. Quand tu travailles avec une équipe, tu n'as plus autant le contrôle sur les choses. Et là, donc, tu dois commencer à travailler en collaboration. Donc là, il y a de la notion que nous, on parle souvent, qui est la notion de good enough. oui, Et là, moi, je suis un grand procrastinateur. Puis là, ben, on a parlé énormément de pourquoi je procrastine. Puis tu sais, dans ma tête, tu essaies de justifier. Puis tu dis non, mais je procrastine parce que
jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier moment, j'ai accumulé de la connaissance qui va avoir un impact sur qu'est-ce que je vais faire comme atelier. J'ai peut-être appris une nouvelle technique, une nouvelle information. Donc là, je remettais, mais pas parce que, c'est pas par paresse. C'est que tu attends, j'absorbe tout, puis là, je dis, OK, là, je vais sortir quelque chose. Mais ça a un impact que les gens peuvent pas compter sur toi. Parce que quand t'es dernière minute, ben là, les gens, ah, mais t'aurais dû me le dire, j'aurais pu le faire pour toi, ça. Mais là, là, tu commences à toucher puis bouger les agendas des autres. Euh, Tu te donnes une pression sur ton importance à toi dans ce processus-là. Oui. Parce que souvent, tu as beau avoir le plus beau board Miro que tu veux, des fois, c'est juste une question puissante qui va faire que les gens vont se mettre à parler. Puis ils n'utilisent pas du tout ton board, mais les discussions, les échanges sont. Et éventuellement, tu sais, c'est eux qui vont créer la valeur souvent dans les ateliers. Fait qu'il y a un côté, tu sais, il faut m'emmener que tu te dises, ben moi, je suis là pour des fois amener le contenant, puis, mais c'est pas si important que ça. La couleur est pas si important. Puis après ça, ben, le besoin de perfection, c'est juste ça. Tu sais, on le dit souvent aux entrepreneurs, puis ça prend du temps avant qu'un entrepreneur comprenne ce que ça veut dire réellement, parce qu'on dit toujours, tu sais, faut pas avoir peur de l'échec. Oui. Puis quand on dit ça à un entrepreneur, j'ai l'impression que l'interprétation, c'est je vais faire une entreprise, je vais monter ça à 10 millions, puis ça va, puis je vais échouer, puis c'est correct, puis je vais reprendre une autre. Tu sais, on voit ça comme une grosse échelle, mais pas avoir peur de l'échec, c'est de se faire dire non, c'est de se faire dire qu'on a eu tort, c'est de recevoir le feedback, mais au jour le jour, c'est vraiment plus dans cette perspective-là. Donc, de mon côté, mon apport à la perfection a juste, je veux toujours avoir la même perfection, sauf que j'ai des mécanismes autour qui font que je ne peux plus être, je peux plus arriver à un moment, tu sais, mais tu connais l'humain, là. Si tu dis à une personne, tu as 30 jours pour faire quelque chose, il va prendre 30 jours pour faire le truc. Oui. Tu lui dis, tu as une journée pour le faire, il va le faire en une journée. Fait que c'est plein de petits trucs comme ça que tu finis par trouver. Puis, euh, c'est un gros enjeu dans toutes les équipes dans lesquelles on va. Fait que je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as à dire sur la perfection. Euh, Ce besoin, parce que plus c'est parfait, plus on travaille, ben, plus on commence à s'attacher à notre solution, s'attacher à ce qu'on est en train de faire. Donc, plus on est réticent à la critique, parce que là, c'est plus la critique de ce que tu vois, c'est la critique de moi qui est allé mettre ma perfection dessus. Oui. Donc, plus tu attends, plus c'est des attaques personnelles quand les gens essayent de te donner du feedback. J'ai dû déconstruire énormément. Donc, aujourd'hui, j'ai toujours des tendances à cette perfection-là. Sauf que j'ai comme plus, je vais le dire comme ça, mais j'ai comme plus le luxe. J'ai plus le luxe de pouvoir être proche de la perfection, en fait. Oui. Le temps est contre moi, le budget est contre moi, mon équipe, la collaboration, c'est contre moi. Puis il arrive un moment où soit que tu acceptes, ou tu deviens malheureux, ou tu vas dans des équipes, voilà, ou tu vas dans des équipes où est-ce que, mettons, ton expertise et le besoin de perfection est demandé, ce qui est de moins en moins le cas. Mais il y a encore des moments où est-ce qu'on a besoin de gens qui vont aller faire le extra pour aller vers la perfection, là, mais c'est pas la zone que j'aime le plus parce que pour être parfait, il faut que tu sois tellement canalisé sur une chose que là, ça me ferme toutes plein de portes. Donc, j'aime mieux, puis là, je reviens avec ton couteau suisse, tu sais, j'aime mieux éventuellement être bon un peu partout, puis être capable de livrer de la valeur, puis de débloquer, puis de faire des liens entre les choses, qu'être parfait sur un aspect, puis après ça, ça devient, tu sais, mon obsession, tu sais. Mais, euh, mais je suis curieux de savoir, toi, justement, pourquoi tu dis que c'est un enjeu intéressant à creuser? Alors, premier élément, mon chat abonde dans ton sens, parce que là, il a parti une manifestation depuis avant, il est entièrement d'accord avec toi, donc voilà, ça fait déjà une voix. Moi, je trouvais ça assez intéressant, parce que tu es passé à travers, tu nous as fait un beau témoignage, tu es passé à travers certains éléments. La perfection n'existe pas. Puis c'est un des premiers apprentissages qu'on est censé faire, qu'on veut bien faire, qu'on est perfectionniste, qu'on est plein de choses, qu'on veut faire plaisir à l'autre, etc.
Puis tu l'as amené de façon fort judicieuse, qui est de se rappeler à quoi on sert dans le processus. Mm. Quel est l'objectif? Puis moi, il n'y a pas longtemps, on m'a corrigé, parce qu'effectivement, pendant longtemps, je me présentais comme un couteau suisse, c'est pour aider à vulgariser. Mais en fait, un couteau suisse, ça permet de dépanner les choses. Puis Mhm. heureusement pour nous, puis pour nos clients, puis les gens avec qui on évolue, on travaille, on est devenu autre chose. Nous, à date, en fait, on est des experts ou des gens qui s'y connaissent suffisamment pour réaliser que s'ils continuent à creuser, ils vont continuer à se poser de plus en plus de questions. Disons on a les fameuses connaissances suffisantes de spécialistes généralistes ou par curiosité ou d'amateurs pour faire des liens entre tous ces rapports. Ce qui veut Mhm. dire qu'on arrive à prendre ces deux pas de recul qu'ont pas justement les gens qui sont des 2D ou les spécialistes. Et je trouvais ça assez intéressant au niveau de cette petite évolution, cette petite adaptation, parce que comme tu me l'avais dit, au début, tu veux atteindre ta note parfaite. Tu veux que tout le monde te donne un 100%, que tout le monde soit épanoui en sortant de la formation, puis que ça soit une formation agile, que ça soit comment faire un cake, que ça soit comment, je sais pas, moi, partir sa start-up, tu sais, c'est le 110%, 130%, puis que tout le monde est waouh. Sauf que la réalité, effectivement, c'est pas ça. Il y a du monde qui est obligé d'être là, il y a du monde qui a pas le goût, il y a du monde qui est intéressé et pas intéressé. Nous aussi, on est humains. Des fois, on a des bonnes journées, des mauvaises journées, et puis comme tu l'as dit, on a plein d'obligations. Puis 45 minutes, ça reste 45 minutes. Veux pas. Donc, Absolument. puis, Absolument. puis aussi, j'allais dire, moi j'appelle ça les petits plaisirs de l'instant présent, c'est ce que tu as amené. C'est des échanges. Le groupe où les gens qui participent, des fois, t'amènent dans des avenues qui n'étaient pas prévues, te posent des questions, ont des expériences qui sont extrêmement enrichissantes. Puis c'est le fait de se nourrir l'un et l'autre qui fait que, en fait, c'est pas une formation, c'est un échange. Puis je valorise le terme échange parce qu'en fait, on continue à apprendre. Puis souvent, une expérience vécue par une personne sera beaucoup plus parlante ou un merveilleux outil de travail plutôt que le PowerPoint que tu as fait ou la formation que tu donnes depuis 300 fois, Mm. qui, malgré ta plus grande candeur, ta plus grande passion, devient un automatisme. Puis Dieu seul Ah, sait que tu peux rien prévoir, on l'a redécouvert ces dernières années. absolument. Puis, tu sais, il y a des présentations que j'ai données, tu te dis, à un moment donné, tu donnes une présentation, puis là, c'est un contrat qui roule, puis tu la redonnes encore et encore et encore. Puis là, les gens me disaient, mais t'aimes-tu encore ça, faire ça? Il me semble que tu dis toujours les mêmes choses. Puis, à un moment donné, c'était rendu dans ma formation, je le disais le matin, je disais, tu sais, c'est juste une opportunité. Les slides sont là pour ouvrir des discussions, c'est des Oui, triggers. Puis moi, je vais aller, tu sais, si vous mordez à quelque chose, ça va me faire plaisir d'aller explorer cette thématique-là. Il y a de la place pour ça. Je vais discuter avec vous, même si je ne le sais pas, je suis confortable de dire que je ne le sais pas. Bon, puis peut-être que vous allez m'apprendre des trucs, mais moi aussi, j'ai besoin de recevoir, même quand je suis le formateur, oui, j'ai un besoin d'apprendre puis d'avoir cette interaction-là. Je ne suis pas là juste pour verser des faits ou des. Tu sais, donc, cet échange-là est super important. Puis, fait que c'est ça, tu sais, je reviens à cette notion d'échec-là, puis je vais te donner un exemple. On a abandonné un peu ce format-là, mais on donnait beaucoup de design sprint. oui, Donc, pour les gens qui connaissent peut-être pas, là, qui vont écouter, mais le design sprint, c'est 5 jours, un atelier de 5 jours où est-ce que tu débutes avec une problématique et jour 5, tu as déjà été testé avec ton client, tu as déjà une validation, tu as des datas, donc tu peux déjà, avec cette information-là, décider de la suite. Euh, Normalement, ben, dans nos design sprints, on a des gens du marketing, on a des gens produits, on a des gens finance, on a des développeurs, etc. Et il y a toujours dans les équipes, ben, pas toujours, mais souvent des designers ou des UX. oui, La notion de base qu'on dit dans un design sprint, tu commences un lundi, tu finis un vendredi, c'est ça la notion de base. Puis, à un moment donné, par des contraintes clients, il a fallu commencer le design sprint un mardi ou un mercredi, je me souviens pas exactement, parce que si on faisait pas des journées complètes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On est arrivé jusqu'à l'étape du prototype un vendredi. Le vendredi soir, tu dis au UX designer, là, tu travailles plus là-dessus, c'est fini, là. Là, on est rendu à faire l'entrevue. Ben, tu arrives le lundi, elle avait travaillé comme 15 heures à peaufiner, faire les lignes, les couleurs, jouer le prototype. Elle ne pouvait pas
parce que c'est son expertise, puis elle sait qu'elle pourrait tellement rendre ça plus beau Oui, et tellement amener ça plus loin. Puis là, à un moment donné, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'apprendre, c'est de faire parler le client. Ça, c'est pas qu'est-ce qu'il va penser du design du truc. En fait, des fois, même si tu vas trop loin vers la perfection, tu te déplaces de ton objectif parce que les gens vont commencer à te donner des feedbacks sur la couleur ou sur l'alignement ou sur la police que tu as utilisée. Alors que toi, tu dis, bon, mais je m'en fous de la police, mais pourquoi tu as mis 10 heures dans ta fin de semaine pour trouver la bonne police? T'sais? Mais c'est ça, c'est ce besoin de perfection puis de montrer qu'on est capable. Donc, on l'expérimente même dans nos ateliers où est-ce qu'il faut faire attention quand est-ce que, puis pourquoi le time box est important. Si tu donnes trop de temps à une personne, elle va l'utiliser, surtout quand tu travailles avec des gens passionnés. Donc, design sprint, j'ai vu c'est quoi le besoin de perfection. Mais c'est ça, pour revenir à ta question initiale, tu sais, puis cette notion d'échec-là, puis quand on dit un entrepreneur, faut savoir échouer. C'est juste, à un moment donné, c'est de faire confiance à ton instinct. Tu dis, ben, moi, je pense que c'est ça qui va fonctionner. Tu le fais avec les meilleures intentions, puis au pire, ça marche, au pire, ça marche pas, mais au fil du temps, il y a des patterns qui émergent. Il y a des clients que tu le sais. Puis c'est cette expérience-là que tu es capable de mettre en place que tu n'étais pas capable au début. Et donc, comme tu n'étais pas capable puis tu voulais rester dans ta zone de confort, tu essaies de faire la perfection ou ce que tu te dis, ben, les gens ne pourront pas me coincer. L'atelier est tellement bien seté, ouais, le bol est tellement bien fait, les gens, je les contrôle comme des moutons. Puis des fois, ça fonctionne. Des fois, c'est ça qui fonctionne dans certaines équipes. Mais il arrive un moment où quand tu sens que le mouton ne veut pas rentrer, tu fais bon. C'est là que tu sens les gens qui ont un peu plus d'expérience qui vont dire bon, non, c'est comme ça, je l'ai fait comme ça, il faut que tout le monde passe par là, versus intéressant. Y a-tu vu de l'herbe plus verte ailleurs? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux le dire aux autres pourquoi que tu veux pas rentrer? Et donc, puis des fois, on le dit, nous, dans l'intérieur de notre équipe, puis je pense que ça vaut la peine que ça soit valorisé dans la culture d'entreprise, là, mais des fois, on appelle ça nos fucked up, ou des fois, on dit on a échoué, puis des fois, c'est pas des échecs, on a perdu le client, ou il est pas content. Des fois, le client, il est content. oui, Mais nous, on va se dire à l'interne, c'est un échec, on voulait aller là, on a complètement échoué. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis on en parle, mais donc un échec, c'est pas des- il y a des échecs qui font mal, mais il y a des échecs qui c'est plus une surprise. Mais on voit ça comme un échec quand même. En ce sens, c'est pas ça qui était supposé arriver, c'est ça qui est arrivé. Fait qu'à un moment donné, ça devient comme partie prenante de la conversation. Euh, Puis ça, c'est difficile d'emmener les gens à voir leur travail être challengé, puis de ne pas le voir comme un échec. De dire, ben non, mais avec le temps que tu as eu et l'information que tu avais, c'est extraordinaire. Parce que ce que tu as réussi à faire, ah ouais, mais il n'aimait pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Avec le temps que tu avais, l'équipe que tu as eu, l'information, ce que tu as réussi à faire, c'est good enough. Et ce que tu vois comme un échec, parce que ça n'a pas converti, en fait, un apprentissage. Puis ça, c'est comme, des fois, ça fait un petit peu arrogant de dire il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages. Là. oui, Mais c'est une question de mentalité. Là. Puis je pense que il y a des fois, il faut que tu arrives à te mentir un petit peu à toi-même, mais tu sais, des white, des white lights, tu sais. Tu te mens un petit peu en ce sens, OK, sur le coup, c'est un échec, ça fait mal. Après ça, il faut que tu prennes ton pas de recul. Attends, c'est-tu vraiment un échec? Comment je peux transformer cet échec-là? Puis, tu sais, moi, en science, je l'ai dit au début dans ma bio, tu sais, j'ai frappé un certain mur. Là, les gens me disent, ah, ça, tu fais plus du tout de la science. Là, je dis, ben attends, là, aujourd'hui, je fais de l'expérimentation d'affaires. Je demande aux gens de trouver le risque le plus grand, de le transformer en assumption, puis de faire une hypothèse qui est liée à ça. Puis l'hypothèse que tu fais à ça, donc comment tu peux aller dérisquer ça? C'est quoi les tests que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas aller mesurer? Comment tu sais si tu as raison ou pas? C'est ma pensée scientifique, tu sais. Donc, j'ai quand même ramené ça, puis je l'ai transformé en, en quelque chose qui a de la valeur pour moi. Puis je vais te donner un autre exemple. Je parle à toi, je pense que ça va peut-être t'intéresser. Mais un autre exemple que j'utilise, que on peut voir ça comme un échec, mais je l'ai retransformé. À un moment donné, j'ai backé un Kickstarter. oui, Produit technologique, ça m'a coûté, c'était un gimbal pour stabilisateur de téléphone quand tu prends des vidéos. Ça m'a coûté 200 $ comme backer, tout ça. Puis l'équipe n'a pas réussi à livrer le produit. Elle a livré le produit,
mais c'était juste, au début, c'était supposé être sur iOS et Android. Finalement, c'était juste iOS. Et là, moi, j'ai vu l'histoire de cette compagnie-là pendant que moi, j'évoluais sur comment construire une startup, de toutes les erreurs qu'ils faisaient, tu sais, offrir trop de features avant même Ouais. d'avoir, pas de validation, tout ça. Puis là, ben, tu sais, OK, je viens de dépenser 200 puis j'ai perdu 200. Mais j'ai réussi à en faire un Kickstarter, j'en ai fait un code d'étude. Tu sais. Oui, Après ça, c'est une mentalité de dire comment je peux prendre ça, cet échec-là, puis l'enlever, cette épine-là, puis le transformer en quelque chose de positif. Et je vais terminer avec ça, mais il y a l'histoire du panier bleu. Tu connais un peu le site web Le oui, Panier Bleu? oui, Puis je l'utilise souvent dans mes cours parce que, bon, pour moi, c'est un exemple de quoi ne pas faire ou comment ne pas bâtir un produit que quand l'intention, elle est bonne, la mission, elle est bonne, il y a rien de négatif avec l'objectif final, mais le processus pour y arriver, il n'est pas correct. Puis, à un moment donné, j'avais vu passer sur LinkedIn, peu importe, le Québec n'aura pas perdu de l'argent avec le panier bleu parce que ça va rentrer dans toutes les écoles de commerce comme cas d'études. Puis c'est cette mentalité-là de oui, qu'est-ce qu'on peut apprendre, tu sais, puis si tu y arrives puis tu prends le temps de le faire, il y a toujours quelque chose que tu peux ressortir de toutes les situations. Donc, ça change ton rapport à l'échec quand tu le vois comme ça. Ce qui ne veut pas dire que l'échec fait pas mal sur le coup. Là. oui. Ça, c'est un autre sujet. Là. Voyons, Sylvain, tu es devenu sage avec toutes ces années. C'est beau à constater. Non, écoute, c'est une belle philosophie, c'est un bel exemple. Puis un grand merci pour ce que tu viens de dire, parce que c'est extrêmement éclairant. On parlait avant de passer de cette phase de rêverie à, au bout d'un moment, il faut payer ses factures. Mhm. Je te propose tout de suite d'attaquer le segment passion. La passion, Parfait. c'est bien, mais il faut payer ses factures. Là, je suis convaincu, je veux pouvoir découvrir Sylvain en vrai. Comment on fait pour te joindre, toi et ta merveilleuse compagnie? C'est quoi le meilleur moyen? Ben, le meilleur moyen, il y en a plusieurs. Donc, Alors, vous en ce moment, déposez 1 million de dollars en petite coupure à telle adresse. voilà, donc vous nous envoyez une petite enveloppe brune euh, avec aucune information, disant que éventuellement on aura une demande. Mais non, c'est ça, comment on me rejoint, tu sais, on est justement dans les premières étapes d'une compagnie, on est beaucoup dans une découverte, tu sais, elle est où ta valeur, c'est quoi ton client. On s'est donné beaucoup de flexibilité. Les entrepreneurs sont souvent, je pense, pas assez patients pour faire cette recherche-là. Oui, Puis il arrive un moment où tu as ce qu'on appelle le product market fit, que tu sens que ton message commence à se raffiner, c'est un peu plus clair, c'est quoi ton angle, c'est quoi ta perspective ou les lunettes que tu vas mettre sur tel sujet. Fait que de plus en plus, on commence à s'exposer. Tu sais, on a lancé notre TikTok, on est sur notre réseau qui fonctionne le mieux, c'est LinkedIn, oui, de par la nature de notre travail. Mais on se donne des terrains de jeu avec TikTok. Sur TikTok, on a plus de liberté. On peut parler neurodiversité, TDA, santé mentale. Donc, on essaie de s'exposer et attirer l'attention des gens. On donne des formations agiles. Ben, en fait, on fait on, on- c'est avec le Collège de Maisonneuve, c'est une préparation à la certification Scrum. oui. Donc, j'aide les gens à se préparer à cette certification-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que je rencontre. Mon réseau a grandi grâce à ces rencontres-là. C'est des cours de soir. Mais grâce au collège, si c'est subventionné par Emploi Québec, là, des formations qui, normalement, au privé, coûtent 200, 2000, 2500 $ pour 65 $, tu peux avoir le cours avec Collège de Maisonneuve. Puis pour nous, c'est une super réussite. Là. On a donné le cours, je ne sais pas combien de fois, avec des notes de 100, 100, 100 tu sais, qui rentrent. Donc, c'est une des façons de nous d'apprendre à nous connaître. Des fois, c'est juste de rentrer dans une des formations qu'on donne. Évidemment, on a un site web qu'on essaie de maintenir pas mal à jour. Donc, pas mal fier de ce site-là. C'est fabriqueagile.com. Ce qui a mené à la fameuse blague C'est qui Gilles? On va probablement faire, on va probablement faire des petites capsules
avec Gilles. Gilles ne log pas son temps. Mais non, c'est ça. Donc, on a un site web. On essaie de mettre notre message, attirer l'attention avec un certain storytelling, une histoire qu'on commence à contrôler, qui est en fait, nous, à qui on s'adresse surtout en ce moment. Donc, qui veut me trouver? Tu sais, moi, sur LinkedIn, je suis facile à trouver. Je réponds à tous les messages tout le temps. Au final, nous, on aide souvent les gens on appelle ça des product owners, les gens qui font du développement produit, qui sont dans des contextes où est-ce qu'ils sont pas dans une petite start-up où ce qu'ils peuvent être complètement agiles, puis il y a plein de contraintes, il y a des bureaux de projet, il y a des project managers, il y a toutes sortes de rôles qui naviguent autour. Le puriste va souvent dire, ben, tu peux rien faire parce que tu devrais pas avoir de project manager, il devrait juste avoir un product owner. Donc, nous, on vient comme normaliser cette situation-là, puis on vient aider. Fait que toute personne qui travaille, qui essaye de livrer de la valeur, qui veut avoir un backlog, mais qui ne sait pas comment le prioriser, puis qui est passé par des coachs un peu plus puristes, qui s'est fait vendre une méthode, puis que là, il se dit oui, mais dans mon contexte, ça ne fonctionne pas. Ben, habituellement, ces gens-là, on finit par naviguer dans leur, dans leur entourage, puis c'est soit par recommandation. Donc, ça, c'est beaucoup organique en ce moment. Sinon, ben, c'est ça. On s'expose sur les réseaux sociaux, puis tu demandes comment me trouver. Nous, on est à la recherche de qu'est-ce qui intéresse les gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre, qu'est-ce qu'ils veulent consommer comme information. Puis quand on va trouver qu'est-ce que les gens veulent qu'ils consomment de façon constante, je vais pouvoir être encore plus précis sur où me trouver parce qu'on ne sait pas exactement, si tu es dans des groupes précis. Ouais. C'est pour ça que je te décris plusieurs choses. On est dans des groupes, dans des communautés, on est sur des groupes Slack, on donne des formations, on est un peu éparpillé, mais on est certainement facile à trouver. Alors c'est parfait. De toute façon, Dans ton balado. oui, puis je vais mettre les liens en description, parce que les descriptions, c'est important, faut les lire. Et puis surtout, n'oubliez pas le code promo Où est Gilles, hein, Absolument, absolument. qu'on va essayer de négocier. Euh, à date, je travaille très fort pour arrêter de dire oui, ok, c'est génial. Euh, mais je continue à dire merci parce que c'est toujours super intéressant et enrichissant de discuter avec des personnes comme toi. T'as quand même un beau parcours, hein, on se le cachera pas. Puis en même temps, on se le cachera pas, t'as pas 70 ans non plus. Donc tu n'es pas encore rendu le vénérable du sommet, mais tu es en train de gravir les échelons. Si tu avais un conseil à donner aux suivants, avant je disais une bouteille à la mer ou aux nouvelles générations, mais disons un conseil aux suivants, ça serait lequel? Pour quelqu'un qui voudrait Peu devenir importe, at large. Hmm, un conseil à donner, je suis pas sûr que j'aurais un conseil parce que c'est tellement de. Enfin, si t'en as deux, va pour deux. Non, non, mais ça, tu sais, ben, tu sais, Ça peut être t'as- une t'as- réflexion. non, non, mais Vas-y. tu sais, te faire confiance, Oui. croire en toi, et ensuite t'entourer de gens qui croient en toi aussi. On parlait de perfection tantôt, pas essayer de plaire à des gens ou est-ce que tu dois être une autre personne pour leur plaire parce que ça va finir par te rattraper. Euh, Puis ensuite, ben, je pense que le conseil, puis moi, c'est la chose qui a peut-être pris le plus de temps à comprendre ou à accepter. Euh, il y a un auteur que j'écoute beaucoup en ce moment qui est devenu populaire pour toutes sortes de raisons. Je ne sais pas si tu le connais, mais il s'appelle Jordan Peterson. Il est assez controversé, mais il y a une phrase qui dit qui est juste comme take responsibility. Puis il parle beaucoup du mal-être de beaucoup d'hommes en ce moment dans la société puis là, spécifiquement les hommes, euh, qui ont peur des fois de faire du bruit autour de eux. Puis tu sais, puis il dit, tu sais, take responsibility. Tu sais, ce qui t'arrive, tu as toujours une partie que tu peux
Il y a une partie qui ne t'appartient pas, mais tu peux toujours dire, ah, mais là, les maisons ne sont pas achetables à Montréal, ça n'a pas de bon sens. Bon, OK, mais va t'acheter une maison ailleurs. Arrête d'imaginer. C'est le meilleur conseil, puis je veux dire, même si je dis ça, si je me disais ça à moi qui a 20 ans, je ne m'écouterais pas moi-même. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est facile de dire un conseil, de là à dire que je l'écouterais moi-même, mais c'est juste de dire, tu sais, à un moment donné, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, puis tu as le droit de te plaindre. Après ça, regarde les cartes qui te sont données, regarde les opportunités, puis quand tu commences à penser comme ça, tu vois moins les bloquants, tu vois moins ce qui te ralentit, puis tu vois les opportunités, puis il y a un vertige qui vient avec ça. Puis mon premier chercheur, quand j'ai commencé en recherche, il disait une phrase, il disait, quand on ratait des expériences où on était proche des publications, des choses comme ça, là, il disait, t'as peur du succès. T'as peur de qu'est-ce qui va s'en venir, parce que justement, quand tu commences à t'exposer, ben là, tu t'exposes à la critique. Quand tu as un certain succès, ben là, les clients, des fois, ils vont t'es payé plus, les attentes vont être plus élevées. Fait il y a tout ça qui vient mais ça fait partie de la game, puis il faut que tu saches vers où tu veux aller, puis take responsibility, qu'est-ce que toi tu peux faire? Demande pas ce que les autres peuvent faire pour toi. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour les autres, puis entoure-toi de gens qui pensent un peu pareil. Je pense que c'est ça le secret, là. Moi, pendant longtemps, j'ai comme pas blâmé, mais tu sais, t'as comme une idée de ce que devrait être. T'as une vision, puis là, Ouais. tu te dis, ben ça marche pas, ça marche pas. Euh, puis j'ai été suffisamment chanceux pour tomber dans des espaces qui m'ont permis de rallumer une flamme, puis de rêver, puis de dire, à un moment donné, tu sais, it's possible. Mais it's possible, je pense pas aller sur la Lune, là. Mais it's possible, tu sais, de changer les choses. Je travaille avec des clients comme la STM. Là, des fois, les gens vont me dire, ah, mais tu sais, c'est des structures lourdes, là, ça, là. Il y a possibilité de faire avancer les choses même dans ces structures-là. Puis je sais que le mois de 20 ans, après une semaine, j'aurais crié au meurtre, j'aurais dit c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Je sais que j'aurais eu cette approche de c'est une cause perdue, puis là, pas STM en particulier, mais les Oui, grosses oui. organisations. Puis aujourd'hui, c'est plutôt, ben non, écoute, c'est normal que ça arrive comme ça. Essaye d'être empathique envers la réalité de ces gens-là. Eux autres aussi ont des factures à payer. Hein. Donc, des Oui. fois, tu veux faire changer des habitudes à des gens, mais euh, surtout en transformation numérique, des fois, tu sais, le produit qu'ils sont en train de faire à l'interne va mener à la coupure de poste de plusieurs employés, tu sais, puis c'est normal que quand tu arrives avec, tu sais, que eux, ils fassent, oh, 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 là, je veux pas embarquer là-dedans, là, je vais briser mon propre poste, là. Donc, si j'avais à me redire, c'est juste, donc, tu sais, focus pas sur le négatif, focus pas sur ce qui fonctionne pas. Va où est-ce que c'est facile, là où est-ce que où est-ce que t'es bien, où est-ce que tu as du fun, mais sache que ça sera pas toujours le fun. À un moment donné, tu vas faire des trucs que tu n'aimes pas, puis dans mon cas, ça m'aide quand je peux le connecter à un plus gros purpose. Je fais tout ça, j'haïs ça, je suis pas heureux quand je fais spécifiquement ça, mais j'ai pas le choix. Ça fait pour avoir mes moments de bonheur, pour avoir mes moments de où est-ce que là je suis heureux, que là je fais ce que j'aime. Il y a plein de choses que je dois faire que j'aime pas. Puis j'acceptais pas de le faire quand j'étais plus jeune. Puis ça m'a pris du temps à le comprendre. Donc, mon conseil, c'est même si des fois vous aimez pas ça, essayez de voir pourquoi vous le faites, en quoi ça vous approche de votre objectif, puis à un moment donné, il arrive un moment où ça rentre dans votre routine, puis je suis un grand, je bifurque un peu, là, mais tu sais, j'aime beaucoup BJ Fogg, est-ce que tu connais BJ Fogg? Il a changé ma vie, BJ Fogg, justement en lien avec cette conversation-là. Je vais essayer de faire le lien. Mais en gros, BJ Fogg dit, pour entrer en action, pour avoir un comportement précis, ça prend trois choses. Il faut que tu aies la motivation de faire le truc. Oui.
Il faut que tu aies la capacité de faire le truc. Et il faut que tu aies un rappel. J'ai beau vouloir aller à mon cours de karaté, j'ai beau avoir tout mon linge, avoir le tour le matin. Si j'ai pas mis mon cadran puis je me réveille pas, ben j'irai peut-être pas. J'ai besoin de mon trigger pour me rappeler des fois. Non. Et ce que j'aime le plus de son livre, là, vous pourrez le lire, ça s'appelle Tiny Habits, c'est que lui, il joue jamais sur l'aspect motivation. S'il y a des choses qu'on n'aime pas faire dans la vie, c'est tout à fait normal, mais rely pas sur la motivation. Regarde, c'est plutôt l'habileté, puis essaye de descendre le palier d'activation, puis là, tu reconnais la gamification qui rentre. Ici, ça, c'est beaucoup. Si tu veux faire du jogging, ben, mets tes souliers près sur le bord de la porte. Donc, ça va être plus facile pour toi. Bon, ben, à partir du moment, il y a plein de choses que j'aime pas faire, entre autres parce que je suis pas vraiment bon pour le faire, mais il y a comme une espèce de boucle négative qui se passe. C'est que quand tu n'es pas bon pour faire quelque chose, tu le fais pas, tu développes pas les bons réflexes, tu t'améliores pas, donc ça te paraît toujours une grosse montagne. Puis BJ Fogg, à un moment donné, est arrivé avec comment tu peux baisser pour que ce soit plus facile. Est-ce que tu as de l'argent avec des solutions technologiques qui vont t'aider? Ben, go. Est-ce que c'est juste parce que c'est pas dans ta routine? Faire de l'exercice, faire 30 minutes de jogging le matin, je sais pas comment les gens font pour se lever le matin, mais ce 30 minutes de jogging-là, ben, des fois, c'est juste, puis ça paraît stupide, mais c'est juste au début, c'est juste, tu mets tes souliers, tu t'habilles, tu enlèves tes vêtements, puis c'est fini. Puis tu mets ça comme dans la boîte à succès, mais tu es en train de créer de l'espace dans ton agenda puis là, tu commences à croire qu'il y a une raison pour laquelle tu as mis ça dans ton agenda puis que c'est important. Fait que, j'irais jusque là, ce que tu n'aimes pas, de trouver, c'est ta responsabilité de trouver des façons pour que ça soit plus agréable, plus fun. Puis il y a des, tu sais, je m'en ai, c'est par manque d'énergie et manque de temps, là, mais il faut que tu priorises, tu sais. Puis je te donne un exemple, là, mais une des découvertes que j'ai fait récemment, je suis complètement tombé en amour avec cette solution-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser le code Sylvain est en amour sur le site. Non, mais ça s'appelle Motion. Pas Notion, mais Motion. Et c'est une application qui fait ton calendrier en utilisant l'intelligence artificielle. Cool. Puis pour quelqu'un comme moi, tu sais, des fois, je parle de procrastinateur, mais en Ouais. réalité, c'est ma notion avec le temps il arrive un moment où on va me dire, ça a passé combien de temps sur ça? Moi, dans ma tête, j'ai passé 1 heure, mais ça fait 4 heures que je suis sur ça. Ouais. Et donc, ben là, j'ai pris 4 heures de ma journée, puis là, tout ce que j'avais prévu faire dans les meilleures conditions, ben là, ça rentre plus dans mon agenda, des choses comme ça. Euh, Puis là, ben là, ça me demande de la planification. Puis là, j'ai ça, moi, comme ma copine, elle aime ça, elle a son agenda, ses couleurs, ses post-it. Il y a quelque chose de rassurant pour elle de faire ça. Puis moi, je détestais ça pour mourir. Jusqu'à temps que je commence à le faire, puis que je commence à avoir le côté rassurant d'avoir ça, puis d'être en contrôle de ta semaine. Fait que je le rejetais en me disant ça, c'est quelque chose que j'aime pas faire, Ouais. mais je me donnais pas le droit d'apprendre à aimer ça pour ce que ça peut me donner. Puis Motion, ben, une des choses que ça fait maintenant, c'est que je peux rentrer dans une to-do list mes tâches avec des deadlines, puis il auto-construit mon agenda. Et là, imaginons que je suis supposé, comme là, j'ai un atelier à préparer, puis là, je m'étais bloqué 2 heures pour faire ça. Ben, puis mettons, je le mets tout de suite après notre podcast, puis que, bon, ben, pour toutes sortes de raisons, ça déborde. Ben, il va le replacer dans mon agenda à un endroit où j'ai 2 heures de libre automatiquement. Pour moi, ça, c'est dans la BJ Fogg, je suis allé chercher une solution technique qui permet de baisser un peu les chances que j'adopte certains comportements que j'ai réfléchi qui étaient bons pour moi, en fait, tu sais, qui est loguer mon temps, faire de la facturation, faire des suivis clients, toutes des choses que moi, j'aime pas parce que ce qui me passionne, c'est de travailler sur le produit puis avec les gens Oui. directement, tu sais. Fait que c'est un long conseil, hein, mais faites ça, puis ça Ah, va. écoute, il sera apprécié à sa juste valeur. Et puis, encore une fois, merci. C'était plus qu'un conseil, c'était une belle démonstration. Et n'oubliez pas les codes promo, c'est tout nouveau. On vient de les instaurer. J'aime bien cette idée-là. En fait, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle, c'est Huberman, qui est un neuro scientist. Je Oui, pense qu'il est à Stanford. Il fait un podcast sur la chimie du cerveau.
Oui, Et superbe podcast, là, j'encourage vraiment. Autant il va au niveau scientifique, c'est quand même assez vulgarisé, puis il va parler de sujets comme, tu sais, mettons, 4 heures de podcast sur la dopamine. oui, Et dans son podcast, il explique entre autres que il y a un baseline dopamine, puis on réalise pas comment utiliser les téléphones intelligents. Fait que notre baseline, bref, il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont des TDA, mais c'est juste qu'ils ont un surplus de dopamine à cause des stimulations qu'ils ont autour d'eux. Euh, puis au début, ben, c'était juste un podcast comme ça. Éventuellement, il a commencé à avoir des commanditaires. Puis maintenant, il est rendu à entre 5 et 10 commanditaires là, de chaque podcast. Tu peux couper cette séquence-là, mais ça montre qu'il y a quand même un intérêt. Puis je trouve ça le fun qu'un podcast aussi sérieux vienne à oui. bout d'avoir des commanditaires puis vivre. Tu sais, l'information est tellement facile d'accès aujourd'hui, de trouver les sources. Là. Ouais, on va commencer ça, les codes promo. Ah, tu l'as dit, actuellement, aujourd'hui, la difficulté, c'est de choisir l'information. Parce qu'on la trouve souvent extrêmement rapidement, puis avec une grande diversité. Après, il y a évidemment le game changer du marketing et de la com 101, et puis des superstars ou des gens qu'on va te conseiller, enfin tous ces biais-là. Mhm, Mais oui, oui, enfin, on vit une époque formidable pour ça, on est rendu une toute petite planète, absolument. puis ça devient extrêmement facile de discuter avec le monde, puis la Covid l'a démontré. Une communication Zoom, c'est ou Slack, ou Teams, ou Meet. Absolument. Je viens d'avoir un gros flash qui était, c'était comme à l'époque s'envoyer des lettres, c'est tout à fait possible. Je sais pas d'où vient cette vie. Enfin, je sais que ça a été récemment valorisé, mais pas assez, mais effectivement, de prendre le temps de s'envoyer du courrier, tu sais, avec cette ancienne pratique qui est d'avoir un beau papier, de prendre sa plus belle plume, de prendre le temps d'écrire quelque chose, d'attendre 30 jours la réponse, alors qu'un courriel, c'est instantané. Enfin bref, Non, ben, il y a la notion d'intention. oui, Un email, c'est Ah, j'ai pensé à toi, je l'ai envoyé. L'autre, il y a une intention, il a fallu que tu prennes le temps, de mettre l'enveloppe, que tu prennes le timbre, que tu aies l'adresse de la personne. Il y a tout un processus qui s'enclenche. Puis j'ai fait ça avec mes neveux. Tu sais, on se disait, imagine comment il va être content quand il va mm, recevoir une lettre avec son nom, quand il était plus jeune. Là. J'ai envoyé sa carte de fête, tu sais, au lieu d'envoyer, j'aurais pu par Facebook, ce que je fais aujourd'hui avec un code promo Steam, comme ça, c'est il m'aime. ça, oui. Mais c'est ça, tu sais, avant, c'était juste, on envoyait des lettres, on le fait même quand c'était moins populaire. Puis ça, c'est le genre de choses, tu sais, les cartes de Noël, tu sais, autant quand j'étais jeune, je trouvais ça ridicule, les cartes de Noël. À cause de la pandémie, à cause de Oui. la technologie, tout ça, ça a une autre connotation de j'ai pris la peine d'écrire puis d'envoyer cette carte-là. On va revenir à la bonne vieille technologie lettre. Ah, écoute, bah, tout ça rentre dans le mouvement du slow, quelque chose. Vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Yeah. Euh, Écoute, mais je reprends vas-y. encore un peu d'espace si tu me Ah permets. non, 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 mais c'est fait pour ça. C'est juste que je surveille littéralement le temps pour toi, pour Ouais. ton prochain rendez-vous. Donc vas-y, prends tout le temps qu'il te faut. Donc, tu sais, je l'ai dit, mon histoire commence en sciences. Oui, Quand j'ai commencé quand j'ai fait mon premier stage, là, oui, il y avait une personne qui avait fait son doctorat avant moi. Et elle, quand elle a fait son doctorat, imaginons qu'elle elle regardait sur les banques de données et elle disait, hey, cet article-là m'intéresse. Il fallait qu'elle le commande. Puis ça prenait des fois des semaines avant d'être reçu. Puis là, elle le recevait dans une belle enveloppe, puis là, elle s'assoyait avec son café, puis elle lisait l'article. ouais. Puis là, on comparait ça à donc, un article, tu sais, puis donc tu avais scanné les abstracts, puis à un moment donné, tu te dis, ah, ça m'intéresse, il faut que je le commande. Aujourd'hui, tu as sur certains sujets, puis moi, les sujets que je travaillais, là, c'était une centaine d'articles par jour qui sortaient. Oui. Fait que là, c'est qu'est-ce que tu enclenches? Tu te dis, ben, ma capacité à classer l'information devient mon élément de survie. Fait que là, tu classes, tu viens avoir des grosses banques de choses que tu dois lire, mais que tu n'as jamais vraiment pris le temps de lire. Puis là, tu te dis, mais me semble avant, là, tu avais un papier à lire tu le recevais. Là, ça n'arrête pas. Il y a tellement de sources qu'il faut se trouver des moyens. Puis
Après ça, tu as toujours mais c'est correct de ne pas lire tous les papiers. C'est correct. Puis tu sais, c'est là que va dans des communautés de pratique où ce que les gens, tu vas prendre, il y a des gens qui vont avoir lu certains articles, puis ils vont pouvoir te partager ce qu'ils ont lu. Tu n'as pas besoin de tout lire par toi-même. Ça, c'est un gros changement que j'ai vu, tu sais, en sciences, juste avant que j'arrive, Oui, versus et la pression que ça met sur les étudiants, la pression que ça met, parce que là, quand tu fais ta défense, on s'attend à ce que tu aies lu des 100 papiers, là, et non pas juste un papier. Donc, je ferme un peu la boucle avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'est cette capacité à gérer cette complexité d'informations-là, puis savoir c'est quelle information qui vaut la peine et à quel moment ça vaut la peine de consommer cette information-là, puis comment on la transforme. Ça, c'est un gros défi dans toutes les organisations. Là. On appelle ça du transfert de connaissances ou peu importe le nom qu'on veut donner, là, la gestion d'informations. Mais c'est un gros défi à gérer juste parce que la technologie nous le permet aujourd'hui. oui, je peux être que d'accord. Et de pas tomber dans le piège de la technologie va tout faire, parce qu'il faut penser la technologie avant qu'elle fasse. Ce qui Voilà, est. Ouais. c'est tout pour Ah. moi. Quelle question aurais-tu voulu que je te pose ou quel sujet aurais-tu voulu développer? C'est une petite section qui est là pour éviter le regret. C'est quand le micro se coupe ou ça se dit plus, mais arriver chez soi ou plus tard, on se dit, ah oui, mais si j'avais su, j'aurais voulu te parler de ça, ou qui me pose quelques questions. Donc là, le micro est grand ouvert. Qu'est-ce que tu aurais voulu nous dire, mon bon Sylvain? Ah. Qu'est-ce que j'aurais voulu dire? Peut-être juste vous dire où est-ce qu'on en est en ce moment, nous, à l'interne. Comme ça, les gens qui sont intéressés à communiquer avec nous peuvent voir un peu dans quel esprit on se situe. Mais on a été longtemps une entreprise service Oui, où est-ce qu'on vendait effectivement notre temps. Et comme plusieurs entreprises services, on essaie de faire le chemin vers le produit. Donc, on fait énormément de tests à savoir qu'est-ce que les gens veulent. On offre des templates sur Notion pour les gens qui veulent, qui sont en transformation agile. Donc, on peut parler de cette aventure-là qui est de faire un produit, comment c'est facile, tu sais, même si on l'enseigne, nous, euh, on le fait nous-mêmes. Puis je pense que c'est intéressant d'avoir ça comme conversation parce qu'il existe beaucoup de consultants qui n'ont jamais. Ils ont la théorie, ils ont raison, ils l'expliquent bien, ils le vulgarisent bien, mais ils n'ont jamais eu les douleurs de l'entrepreneur qui essaye de le faire pour vrai. Euh, oh que oui. donc, ça, je pense que c'est un sujet qui vaut la peine d'être abordé pour toutes les personnes qui peuvent écouter, écouter les conseils, mais quand vous le faites pour vrai, même les gens qui l'enseignent ont les mêmes biais cognitifs, puis on doit travailler vraiment fort, même si on le sait. Fait que, je sais que c'est difficile quand on n'a pas cette connaissance-là. Mais je pense qu'on peut parler d'un sujet que j'adore, c'est tout ce qui est biais cognitif, euh, parce que je pense que c'est ce qui guide pas mal nos vies, puis d'être conscient de ces biais-là, puis de prendre contrôle sur ces biais-là. C'est essentiel, tu sais. Puis ça relie gamification, ça relie la biologie, ça relie la psychologie. Pour moi, c'est un sujet super intéressant. Puis je veux aussi mentionner, être sûr que je le mentionne, on est beaucoup impliqué sur la santé mentale des entrepreneurs parce que c'est prouvé que, tu sais, j'ai parlé de mon TDA, là, mais c'est prouvé que les gens qui vont en entrepreneuriat, il y a une surreprésentation de gens avec des défis particuliers. On peut parler de neurodiversité et tout ça. Euh, il y a plein de ressources qui existent, puis de vraiment pas attendre. Je sais que c'est facile à dire, là, mais si vous êtes un entrepreneur, puis à un moment donné, c'est rough, là, vous êtes vraiment pas les seuls. C'est un sujet un peu tabou.
Les gens commencent à en parler. Il y a des gens qui vont dire oui, mais ceux qui en parlent, c'est ceux qui ont échoué ou souvent, c'est quand on n'a pas encore échoué ou quand on est encore assez jeune, on n'ose pas, on a peur des répercussions. Euh, fait que il y a quelque chose de vraiment stimulant dans l'entrepreneuriat. Moi, j'adore ça. Mais je reviens quand même qu'il y a deux côtés à une médaille. C'est pas toujours facile, il y a beaucoup de pression. Ton entourage, il y a plein de choses que tu peux pas dire, mettons. Pas que tu peux pas dire, mais tu sais, mettons, tu sais pas si à la fin du mois, avec ton cash flow va fonctionner, mais tu veux pas nécessairement le dire, puis inquiéter les gens autour de toi, puis vas-y. Non, c'est ça, tu veux les épargner. C'est bien souvent, bah, c'est ça, tu veux épargner tes proches, puis, euh, puis c'est ce que tu as dit, c'est important de pouvoir échanger avec ses pairs, qui ne sont ni des clients, ni des amis, ni des proches, ni des mentors, ni des coachs, ni des si. Non, Mm. ou le client qui veut pas payer en 30 jours, ou le ci, ou le ça, ou la fin de semaine qui se transforme en voyage à l'étranger. Puis C'est n'importe quoi. des cours de soir, tu sais, l'impact que ça peut avoir, toutes ces discussions-là. Fait que c'est pour ça, tu sais, tu me dis, est-ce que j'aurais un regret si je quittais la conversation maintenant? J'aurais pas eu de regret, mais je veux quand même montrer qu'il y a deux côtés à une médaille. Puis autant j'aime promouvoir le côté entrepreneuriat, autant j'aime aider les entrepreneurs, puis les intrapreneurs, on n'en parle pas assez, des intrapreneurs qui sont des fois, vous voulez être un entrepreneur, mais donnez-vous une structure autour de vous qui va encourager votre côté entrepreneur. Vous devenez entrepreneur, mais vous n'avez pas tout. Il y a plein de choses que vous n'aurez pas à faire. Si vous avez l'idée, tant mieux. Mais il y a deux côtés. Soyez juste conscient, aware de ça. Puis, je pense que c'est important de le mentionner pour pas justement, tu parlais du type d'invité des fois dans les podcasts qui parlent juste de leur succès. Mais de ne pas penser qu'eux autres même n'ont pas eu des périodes noires puis qu'ils n'ont pas eu des challenges. Pas parce qu'ils ne le disent pas qu'ils ont pas eu. Euh, puis c'est juste parce qu'on est humain. Donc, je veux le mentionner euh, parce que c'est normal, en fait. Oui, et c'est un rappel plus que judicieux, parce qu'effectivement, dans une majorité de podcasts, on est passé dans une forme de storytelling où on parle que des bons coups, puis des réussites, ou des échecs qui ont été storytellés. Ou voici comment j'ai failé, mais ça m'a permis de lever 1 million de dollars ou de faire un pivot qui m'a permis de découvrir telle solution, tel truc. Donc non, un grand merci. Le temps passe extrêmement vite. Tu me mets une pression de fou, Sylvain, mais on va tenir le timing. C'est le moment pour ma part de te remercier. C'est toujours un agréable moment d'échanger avec toi. Donc, plus jamais on refait ça. Je vais dire, on remet ça. Donc, arrivé le moment où on va se quitter, je t'ai remercié. Donc, le mot ou la phrase de fin est pour toi. Le micro est ouvert. En fait, je préfère te laisser le mot de la fin. Peut-être sur un truc que tu as trouvé intéressant ou même un sujet que tu voudrais approfondir peut-être pour une prochaine. Je lance déjà l'invitation. Euh, J'adore le format podcast pour avoir la discussion. C'est juste qu'on en profite pour l'enregistrer, en fait, mais on aurait pu avoir cette conversation-là sans podcast. Non, moi, le mot de la fin de mon côté, c'est ben, merci pour l'invitation. C'est toujours agréable de te parler. Euh, ça prend des gens qui s'intéressent à tous les sujets. Ça prend des gens qui sont ouverts. Puis il y a des gens avec qui tu parles, que tu ressors de là avec plus d'énergie que quand tu es rentré dans la conversation, puis tu fais partie de ces gens-là. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, à chaque fois que je vois passer une invitation, même si on ne se parle pas si souvent, quand je vois ton nom apparaître, j'essaie toujours de trouver de l'espace parce que je sais que ça va m'énergiser. Donc, moi, le mot de la fin, c'est peut-être te remercier. Ça me permet de me rappeler pourquoi je fais tout ça. Donc, merci de me redonner cette petite dose d'énergie ce matin avec le podcast. C'est ça, ça serait ça mon mot de la fin. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.